on m'a demandé de parler 10 minutes et j'ai proposé de faire un exposé particulier concernant une thématique très particulière qui, j'espère, va être complémentaire de l'exposé de Madame Manouvrier, puisque j'ai souhaité aborder le problème des personnes jeunes, donc des personnes, hein, ce ne sont pas des patients, des personnes jeunes qui sont à haut risque de maladie d'Alzheimer et dans leur lien avec la recherche. Donc ce que je vais évoquer, ça concerne bien des personnes jeunes qui n'ont pas de symptômes, et ce problème qui me semble assez central, et pour ça on est là cet après-midi, c'est d'informer et répondre aux questions de ces personnes. Je vais donner des informations techniques, car je pense que c'est un peu mon rôle, de où on en est en 2011, de cette décision de savoir ou de ne pas savoir quel est son statut. Pour cela, je vais prendre un exemple. Donc c'est un homme de 56 ans, là, la flèche jaune le marque, qui consulte parce que lui sait qu'il a des difficultés de mémoire. Il a la connaissance que sa sœur aînée a eu des difficultés du même ordre. Elle a actuellement 62 ans, mais elle avait débuté ses troubles à 55 ans. Et il sait très bien que sa mère, sa tante, la grand-mère avait cette maladie. Autrement dit, c'est quelqu'un qui vient en consultation pour un diagnostic de maladie d'Alzheimer, qui sait très bien qu'il y a une maladie autosomique dominante. Enfin, il ne sait pas comme ça, mais il sait que la famille est lourdement touchée. Ce que le neurologue va lui apprendre, c'est qu'en 2011, on fait un diagnostic génétique de cette maladie. Donc c'est ce que vous avez évoqué, Mme Manouvrier, tout à l'heure. Et ce qu'on va lui donner comme première information, pas à la première consultation, puisqu'il y a un diagnostic, il y a des éléments biologiques nécessaires, comme la ponction lombaire. Je crois que pour le moment, nous n'avons pas évoqué ce fait diagnostique majeur ces dernières années, c'est la certitude, quasi-certitude diagnostique par les biomarqueurs du LCR qui ont changé les pratiques de la neurologie diagnostique. Et dans le même temps, on va lui dire qu'on a une possibilité de lui rendre un diagnostic de certitude génétique dans 85% des cas. C'est-à-dire que 85% des personnes qui se présentent avec une histoire comme la sienne, il y aura un résultat positif en génétique. Alors donc c'est une première information importante, c'est-à-dire qu'on va le préparer à ce rendu de résultat et en quelque sorte, il doit se préparer, et ses proches, au fait que ce résultat sera positif 9 fois sur 10. Donc c'est une première notion extrêmement importante. Il faut, et la nouvelle loi nous incite à donner des informations de ce type-là en amont. Et le résultat va être, par exemple, dans ce cas, une mutation sur un des 3 gènes en cause, le gène de l'APP. Donc, au moment où on va rendre, avec toutes les précautions d'usage qui ont été évoquées, sur lesquelles je ne peux pas revenir, on va en même temps, chez toutes les personnes qui sont directement concernées et qui sont ici marquées par un point d'interrogation, leur donner la possibilité, si elles le souhaitent, de venir en conseil génétique. Et lors de ce conseil génétique, elles vont pouvoir poser des questions à la fois concernant la maladie et concernant la recherche. Et ces questions, elles sont de plusieurs ordres. Et moi, je dois me contenter d'évoquer celles relatives aux recherches possibles. Parce qu'évidemment, à chaque fois, une personne qui consulte pour savoir ce qu'elle risque, ou elle veut avoir des informations. Et la première des questions, c'est de savoir à quel âge cela peut arriver. Pour moi, et bon, la réponse la plus cohérente, la plus classique, est de dire que c'est l'âge moyen. Vous avez vu l'âge dans la famille, ces gens sont informés des âges auxquels ça survient. Mais le point important est évidemment de dire également que, de toute façon, la borne la plus élevée est autour de 60 ans. C'est une chose qui est importante du type d'information qu'on peut donner. Et ensuite, les questions suivantes sont celles-là. Que je décide de savoir si je suis porteur de cette mutation, si je vais au bout du processus qu'a évoqué Mme Manouvrier, ou si je ne veux pas savoir, ce que je veux que vous m'expliquiez, et je pense que c'est là la difficulté en conseil génétique et la nécessité que l'on partage des informations, c'est que ces informations techniques, elles bougent extrêmement vite. Les connaissances
sont des connaissances extrêmement évolutives. Donc, comment débute la maladie? Et très vite, on aborde cette question que la maladie, elle est déjà, si l'on parle des lésions, présente bien avant les symptômes. Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic précoce en 2011? Est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'on peut faire une prise en charge précoce? Et vous avez vu que c'est ce qu'on nous demande comme question auquel il faut répondre. Qu'est-ce que ce sont les thérapeutiques actuelles et les thérapeutiques du futur? Quand et comment vais-je être informé? Si je ne reviens plus à cette consultation de conseil génétique, si dans 6 mois, dans 1 an, comment je vais savoir ce qui se passe dans le domaine de l'Alzheimer? Évidemment, sur Internet, je peux aller voir, ça a été abordé, mais est-ce que je suis sûr des informations qu'on me donne et comment faire? Et c'est ce que je voudrais essayer d'évoquer avec vous et pour susciter le débat. En fait, bien sûr, on ne présente pas un tel schéma aux personnes qui viennent, mais c'est l'état d'esprit que je voudrais faire partager à l'auditoire. C'est qu'en fait, maintenant, nous avons des moyens techniques de savoir extrêmement clairement ce qui se passe dans un cerveau pratiquement 15 à 20 ans avant que la maladie s'exprime de manière explicite. Ce qui est une information importante à comprendre pour nous quand nous sommes face à ces personnes, et également information qu'il faut donner à ces personnes, puisque, en quelque sorte, leur positionnement pour la recherche va être fonction de la qualité des informations que l'on peut leur donner. Et ce point me semble important, de l'asymétrie ou de l'asymétrie en fonction de ce qu'on donne comme information. Et donc, c'est des dosages dans le liquide céphalorachidien, c'est un certain type de techniques d'imagerie qui sont maintenant quasi disponibles dans la plupart des centres universitaires français, hein, de la gauche vers la droite, de la situation de normale vers quelqu'un qui ne se plaint de rien, et ensuite de l'imagerie, par exemple en imagerie, en IRM fonctionnelle, c'est d'autres dosages dans le liquide céphalorachidien, c'est de la neuroradiologie du volume du cerveau, puis ensuite arrive la phase classique dont on a parlé actuellement, celle des tests. Mais actuellement, en ce qui concerne des personnes qui ne se plaignent de rien, voilà quelle est la situation. Et si j'évoque cela, c'est qu'effectivement, et c'est le débat est central, et j'ai choisi simplement cette diapositive pour souligner ce point. Ça, c'est un travail qui est fait chez les descendants d'une grande famille en Colombie et qui concerne 440 personnes porteuses de la même mutation. C'est un travail, cette fois, qui est rétrospectif, on est bien d'accord, mais qui montre bien que quand on suit, et je me fais comprendre, des personnes, bien sûr, il ne s'agit pas de patients, de personnes, au fil du temps, on est capable, par des tests de mémoire, par exemple, qui sont simplement des tests où l'on compare la moyenne de ce qu'ont les personnes au score de mémoire et ceux des 50% qui ne sont pas porteurs. Leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs cousines, qui, eux, ne sont pas porteurs de la mutation. Et ils servent à définir des normes, vous voyez, ce sont des normes intrafamiliales versus ceux qui, en fait, sont porteurs. Un tel travail démontre tout le champ d'espoir que l'on peut apporter à des personnes porteuses, parce que nous avons maintenant les moyens technologiques, donc ça c'est le poids, disons, de l'avancée de la science, de mettre en évidence différents marqueurs de ce qu'est une maladie qui débute dans un cerveau bien avant, et là j'ai mis les bornes, 15-20 ans, avant qu'il y ait des signes. Quand une personne vient en conseil génétique et nous demande « mais qu'est-ce que l'on pourra faire pour moi, ou pour mes descendants à l'avenir ?» Il faut, à mon sens, mais cela peut être discutable, leur dire tous les progrès qui ont été faits dans la connaissance, puisque un traitement, et ça a été évoqué plusieurs fois, d'une maladie, ce n'est pas un traitement d'un symptôme, c'est pouvoir proposer un traitement aux phases initiales où cela débute. Et donc, comment répondre à quelqu'un qui
ne veut pas connaître son statut. J'ai pris ce parti pris, c'est-à-dire la personne qui dit non, je ne veux pas savoir, après ces entretiens, cette démarche qui vous a été expliquée tout à l'heure, je ne veux pas savoir si je suis porteur ou non de cette mutation, mais je veux contribuer à la recherche. Donc ce que je vais vous dire là, c'est ce que j'ai moi comme témoignage de personnes que, vues à la consultation en conseil génétique, soit directement, soit par des collègues qui ont vu ces personnes dans d'autres conseils génétiques en France. Ce qui revient chaque fois, c'est effectivement, il faut se mobiliser pour la recherche parce que je suis la première, ou le premier concerné. Si nous ne nous mobilisons pas, qui d'autre va se mobiliser? Je ne veux pas rester inactif. Cette notion d'être inactif, c'est-à-dire si effectivement la maladie est déjà à l'œuvre dans mon cerveau, qu'est-ce que je peux faire? Et une façon, en quelque sorte, d'agir, c'est qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et le corollaire, c'est, mais si vous trouvez les premiers signes, qu'est-ce que vous pourrez alors? Donc vous voyez que cette notion, il va falloir répondre doublement à cette question, je vais essayer de vous le dire en une, deux diapos. Et puis il y a cette notion, mon frère ou ma sœur, elle a fait la démarche de savoir, et elle m'a dit qu'elle était porteuse. Et alors ça, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, cette notion de culpabilité qui est très complexe. Comment je pourrais l'aider, en quelque sorte? Comment je pourrais aider? Et puis, comment, bien sûr, je pourrais contribuer pour mes enfants l'avenir? Alors, pour cela, il y a... Je vais peut-être passer une diapo quand même. Voilà. Il y a comment contribuer à la recherche, c'est... Ah oui, j'ai pas évoqué ce premier point, mais je pense qu'il faut qu'on en débatte. C'est la notion que la contribution à la recherche que peuvent proposer ces personnes, elle est, me semble-t-il, étroitement dépendante de la qualité des informations qu'ils reçoivent. Et là, je suis bien conscient en vous parlant, et quand moi je suis l'interlocuteur, que si je suis celui qui est le promoteur d'une recherche concernant ces personnes, je vais apporter beaucoup plus d'arguments que quelqu'un qui n'est pas promoteur ou en plein dans la recherche actuelle. Et il n'y a pas d'égalité, me semble-t-il, dans l'implication de la recherche en fonction de la qualité des informations délivrées. Et je pense que c'est notre rôle de centre de référence Malades Jeunes d'essayer d'égaliser sur le territoire l'accès aux informations validées, j'entends bien, mais ça, on pourra bien sûr en débattre. Alors, quelles sont les caractéristiques principales de ces protocoles dans lesquels des personnes qui ne connaissent pas leur statut génétique, qui se savent à haut risque, eh bien, sont des essais où, par définition, la moitié des personnes sont porteuses et l'autre moitié n'est pas porteuse. Statistiquement, c'est comme ça que ça se passe. Et ça rend ces essais, du point de vue de la recherche, extrêmement pertinents parce que c'est un groupe contrôle, entre guillemets, idéal, des âges équivalents, le même niveau, le même milieu, etc. Le statut, bien entendu, doit toujours rester aveugle, inconnu de tous les intervenants. Il n'est pas évidemment, c'est hors de question que quiconque, que tous les médecins qui reçoivent ces personnes connaissent leur statut génétique. Personne ne le connaît, in fine, sauf une personne qui va gérer cela et qui, elle, n'aura pas les identités de ces personnes. Je le redis, car c'est un élément central, une question centrale de ces personnes. Assurez-moi que, bien sûr, personne ne sait, que le radiologue que je vais rencontrer ne sait pas que je suis porteur. J'insiste beaucoup sur ce point parce que ce sont des études longitudinales, bien sûr, qui vont se dérouler sur plusieurs années, et sont des protocoles où la personne doit signer un consentement dans lequel il est explicite que l'on ne va pas lui rendre un résultat la concernant, hein, qu'on pourra lui donner in fine un résultat concernant l'ensemble de l'étude, mais pas le résultat la concernant, puisque donner un résultat la concernant revient en quelque sorte à lever le statut, alors qu'elle ne veut pas connaître ce statut. Mais dans le même temps, il faut qu'à tout moment, cette personne puisse dire « je souhaite connaître mon statut », c'est-à-dire qu'elle ne soit pas enchaînée dans le protocole et qu'elle puisse revenir à une possibilité de connaître son statut. Donc le protocole doit absolument le prévoir. Et bien entendu,
ce sont des protocoles qui nécessitent un soutien psychologique étroit de suivi. Ces protocoles posent un certain nombre de questions, de problèmes à résoudre, qui est celui de qu'entend-on par maladie, puisque vous comprenez bien que là, il s'agit de personnes qui, évidemment, à un moment de l'évolution, peuvent devenir malades, mais pas malades au sens habituel du terme, maladie d'Alzheimer avec des troubles de mémoire objectifs, mais malades au sens, entre guillemets, par exemple, du liquide céphalorachidien ou de l'imagerie. Et ça a besoin d'être strictement défini. Dès lors qu'il y a des essais thérapeutiques envisagés pour ces personnes, il y a également la notion de risque encouru par les personnes non porteuses, évidemment, qui ne devraient pas, et c'est donc une prise de risque, avoir d'effets indésirables d'un traitement alors qu'elles n'ont pas, en fait, elles ne sont pas porteuses de la maladie. Et puis, les conséquences sur l'entourage. On a l'expérience d'un protocole actuellement qui concerne la DFT, qui s'appelle Prédic-PGRN, où, par exemple, le fait de poser des questions extrêmement précises au niveau comportemental à l'entourage est évidemment quelque chose qui révèle en quelque sorte à l'entourage ce à quoi il pourrait s'attendre si son conjoint était porteuse de la mutation en question. Voilà quelques points que je voulais soulever. Alors évidemment, il faut me dire ainsi, le temps est trop long. Ces protocoles, il y a de tels protocoles qui existent aux États-Unis, hein, qui apportent, je vous ai donné un exemple d'ailleurs avec une étude en Colombie. En France, en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, il y a 2 protocoles qui ont passé les étapes réglementaires et qui vont démarrer en 2012. En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, hein, je me suis contenté de la maladie d'Alzheimer. Et en ce qui concerne les protocoles d'ordre thérapeutique, il y a peut-être à attendre, en tout cas aux États-Unis, c'est quasiment certain, un protocole d'essai thérapeutique chez ces personnes qui aurait démarré en 2012 et peut-être en Europe. L'autre situation, c'est celle qu'on est obligé d'évoquer, c'est que, je vous ai dit 85% de diagnostics positifs, mais 15%, on va dire qu'il n'y a pas de résultats, c'est-à-dire le diagnostic actuel ne permet pas d'identifier la mutation sur un gène. Dans ce cas, que deviennent les possibilités ou les questions posées par les personnes de participer à la recherche? Et il y en a une qu'il faut, à mon sens, bien comprendre, c'est que ces personnes que j'ai mis ici, ça passe à peu près en rouge. Vous voyez, les participants ne sont pas les mêmes potentiels que ceux de tout à l'heure dans l'autre configuration. En effet, ce que l'on peut expliquer, c'est que la participation à la recherche dans ce cas-là va être de participer à la recherche de la cause dans la propre famille. Si actuellement nous voulons identifier de nouvelles causes génétiques dans une famille comme celle-là, cela passe notamment par la participation au titre de la recherche dans la famille et donc de faire une généalogie ascendante puis descendante pour identifier, aider à identifier éventuellement d'autres personnes. Et ça, c'est un point tout à fait crucial puisque nous ne pouvons pas aller plus loin que l'identification et il est proposé aux familles, dans ce cas-là, d'inclure les protocoles comme celui que nous pilotons à Rouen, qui est un PHRC, qui concerne justement ces 15% de familles pour lesquelles le gène n'est pas identifié. La technique en génétique est au point, les choses sont au point, mais si vous identifiez avec ces techniques une anomalie génétique inconnue, il faut la valider dans la famille. Et la seule manière de la valider va être que cette famille soit suffisamment informative pour pouvoir faire cette première étape, qui est de dire ce qui a été trouvé est valide ou pas. Voilà. Donc, je vous ai résumé très vite ces 2 cas de figure, 85% d'identification et les conséquences possibles pour la recherche, 15% où il n'y a pas d'identification possible en 2011, quelle implication pour la recherche? Voilà. J'ai mis une plaque avec des remerciements des gens parce que ce que je vous ai fait passer comme message résulte quand même d'un travail sur le territoire avec plein d'intervenants
différents, des spécialités différentes. Et si j'ai 1 minute, M. Hirsch, le point important, évoqué par Mathieu Secaldi tout à l'heure, des facteurs de risque, mériterait à lui-même toute une séance. J'avais une diapo là-dessus, mais j'ai préféré la retirer. Mais il faudra qu'on en parle, parce que c'était un problème non plus de quelques familles, ou de centaines de familles comme là, mais de 2% de la population française qui est concernée par un facteur de risque absolument majeur. Et cela, il faudra qu'on en parle, mais une session spécifique, et ne pas faire une sorte de mélange. Moi, j'ai choisi de ne pas en parler, hein, mais il faudra vraiment qu'on en parle, parce que ça représente beaucoup de monde, et avec des questions très particulières, et je pense que c'est ce que tu voulais dire, Mathieu.